des libertés et au regard de l'état de droit dont on parlait tout à l'heure. Mais encore une fois, si on n'adapte pas notre politique pénale dans le sens que tu décris, qui me paraît être le bon sens, et qui ménage malgré tout, puisqu'un collège d'experts décide, pas n'importe qui fait n'importe quoi. Avec des recours possibles. Avec des recours possibles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, à part ce que je disais tout à l'heure, faire Guantanamo comme les Américains. Je préfère ce qu'a dit Georges. Oui. C'est plus solide juridiquement, et ça tient compte davantage de la réalité de ces individus. Il suffit d'un amendement pour l'étendre aux individus radicalisés et terroristes. Rosa Méziane, sur cette proposition de Georges Fenech. Mais il est évident qu'il faut qu'elle soit mise en application. Enfin, je pense qu'il faut quand même envoyer un message extrêmement clair à ceux qui sont partis en Syrie, qui risquent de revenir ou qui risquent de sortir de prison, que nous n'allons pas trembler en face. Il faut comprendre que ces personnes-là ont adhéré à une idéologie mortifère. Ils ont adhéré au fait de ne plus faire partie de notre nation, voire même de la combattre. Donc il n'y a aucune raison de leur... Enfin, je pense que si on fait preuve de faiblesse, alors on a perdu. Et je pense qu'on va créer des personnes qui n'auront pas peur de commettre des actes immondes et puis après de faire 15 ans, 20 ans, et puis ils recommenceront. Parce que quand on décide de quasiment mourir pour ces idées-là, on n'a pas peur de 20 ans de détention. Donc oui, il faut de la fermeté, il faut une fermeté extrême, et je pense que si on avait le moindre sondage dans l'opinion publique, on y adhérerait parce que on nous menace directement, on menace notre mode de vie, on menace qui nous sommes. Donc oui, il faut clairement faire attention à la dangerosité, puis prévenir la... Là, on a des images de détenus en Irak et en Syrie. Évidemment, des détenus djihadistes. Pour rebondir, parce que là, si on fait un mini-sondage, je vais compléter, on va être à 100%. Mais pour rebondir sur ce que disait Rosa, on voit que je crois que 80% des Français sont hostiles au retour des djihadistes français détenus en Irak. Ça montre bien à quel point l'opinion française a peur, l'opinion française est inquiète, et légitimement, puisque les instruments que nous avons de contrôle judiciaire, etc., on sait bien qu'aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. Et je pense que l'opinion publique, notamment à la suite des attentats de 2015, elle est vraiment prête à évoluer sur ces questions. Il restera certainement un noyau, droit de l'homiste, une partie des magistrats dont parlait M. Fenech, qui peut-être résisteront, mais je pense qu'aujourd'hui, le bon sens impose que la législation évolue. On a vu qu'elle était facilement transformable. Vous avez raison en ce qui concerne la crainte aussi des revenants, mais moi, je comprends parfaitement la position de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Parce qu'aujourd'hui... Alors, elle a dit, moi, je préférais que les djihadistes soient jugés dans notre pays. Oui, parce que, vous vous souvenez, il y a eu l'attaque d'Erdogan dans le nord-est syrien. Donc, le Kurdistan ne peut pas gérer, les Kurdes, si elle ne pouvait plus gérer cette détention. En plus, vous le savez, aujourd'hui, en Irak, il y a un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Tout cela fait que, aussi bien l'Irak que la Syrie ne sont plus en mesure de juger, condamner, faire exécuter les peines. Alors, deux choses l'une. Ou on ferme les yeux, mais ils vont s'évader. Il y a un certain nombre qui se sont évadés. Il y en a déjà qui s'évadent. Ils vont revenir d'une manière ou d'une autre. Ou bien on les récupère, dans le cadre du protocole Cazeneuve de 2014, on les judiciarise, on les juge, on les condamne et on fait exécuter les peines en France. Moi, je préfère cette solution-là. Oui. Bon. Je sais bien qu'on n'est pas heureux de les voir revenir sur notre sol. Ils ont... Non, mais c'est mieux que de les savoir dans la nature. Il va falloir convaincre l'opinion. Moi, je veux bien me rallier à ce point de vue. Mais il va falloir convaitre l'opinion, qui ne veut surtout pas les voir. Mais il faut surtout dire la vérité à l'opinion. C'est-à-dire que, soit par des procédures légales, ces gens qui sont enfuis de France pour aller mener des combats d'opération, de toute façon, vont revenir, soit par des procédures illégales. Donc, de faire semblant qu'ils n'existent pas, c'est s'exposer encore plus. Donc, l'opinion, encore une fois, elle est loin d'être bête, il faut lui expliquer. Et lui expliquer que, de toute façon, on ne peut pas juste fermer une espèce de rideau artificiel qui soit légal ou illégal. Non, ça passera de toute façon. Donc, le président a dit que c'est au cas par cas, il y a un certain nombre de femmes, et surtout d'enfants de ces djihadistes qui sont rapatriés dans notre pays. Mais il y a aussi des djihadistes hommes qui sont rapatriés. Pas trop, mais depuis 2014, il y en a 300 quand même. Qui sont venus.
500. C'est des chiffres qu'on ne donne pas trop, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants et de femmes, et des enfants qui ont été placés dans des établissements. Alors ça pose quand même aussi le problème de la captivité et des capacités de réinsertion, de déradicalisation. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les résultats soient très probants. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens? Est-ce que les méthodologies doivent être transformées? Mais ça, c'est aussi un vrai problème. Enfin, le premier risque qui inquiète les Français, c'est la récidive potentielle. Bien sûr, et l'attentat. Moi, je ne nie pas que certains ont probablement vu le spectacle et tiré les leçons de tout ça. En tout cas. Comment le détecter à coup sûr, ça va être compliqué. En tout cas, le vrai enjeu, c'est pas de les rattraper, de les punir, de les condamner, c'est d'empêcher qu'ils se radicalisent. Donc, en termes de prévention. Il faut avant qu'ils partent. Un paquet là-dessus, dans les banlieues, dans les cités, dans les écoles, éviter la radicalisation. Parce qu'une fois qu'ils tombent là-dedans, après, c'est quasiment impossible de leur redonner un logiciel normal, comprenez? Donc il faut, et c'est dans le cadre du plan national qu'avait annoncé Édouard Philippe, je pense qu'il faut mettre un paquet là-dessus, vraiment, auprès des élus, notamment auprès des enseignants, leur donner des outils, leur donner une panoplie pour éviter à ces jeunes de tomber dans la radicalisation, parce qu'après c'est trop tard. Et ceux qui sortent peuvent aller prêcher, encore une fois, dans les milieux qui sont comme ça susceptibles de tomber dans la radicalisation, Georges? Bien sûr, bien sûr. Et n'oubliez pas que la prison, c'est quand même encore aujourd'hui le vecteur principal de la radicalisation. On n'a pas assez de place dans les prisons. Il y a 1500 condamnés qui sont radicalisés, pas forcément terroristes, mais radicalisés. Qu'est-ce qu'on en fait? On manque de place. Il y a des quartiers d'évaluation, il y a quelques places d'isolement, mais c'est un phénomène massif aujourd'hui. Il faut vraiment se doter des moyens pour empêcher ce prosélytisme dans les prisons aussi. Un dernier mot, Rose? Sur l'enjeu de la déradicalisation, elle est réelle et le problème, c'est qu'on est assez démunis par rapport à ça, parce qu'on a très peu d'experts au final. Comment on arrive à désembrigader au final une personne? C'est rarement en la raccrochant à la République, c'est vraiment sur de la prévention qu'on peut faire ça. Mais il faut plus de théologiens, plus de personnes qui maîtrisent effectivement les tenants et les aboutissants de cette religion pour pouvoir justement avoir un discours, un contre-discours face à l'embrigadement. Et là aujourd'hui, force est de constater qu'on a peu de personnes en capacité de mener ce défi-là. J'aimerais vous montrer une image pour terminer qui n'a rien à voir avec le sujet que nous venons de traiter. C'est une image qui a été prise en 2018 et qui a été montrée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un homme qui est chargé de la propreté dans les rues de Paris. Il a été pris en photo à son insu alors qu'il faisait une pause qui était prévue dans son contrat de travail par une internaute qui l'a publié sur les réseaux sociaux avec un commentaire très peu amène disant voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer des agents de propreté à roupiller. Voilà pourquoi Paris est si sale. Aujourd'hui, cet agent a été licencié et il est devant le tribunal. Parce qu'il dit, encore une fois, d'abord, c'était prévu dans mon contrat de travail, j'avais le droit de faire une pause. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas considérer que cette photo, qui est une photo volée, est une justification pour un licenciement pour faute grave. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas précis, Jean-Claude Dacier, par exemple? Moi, je trouve que licencier quelqu'un après une photo volée, franchement,